Donc, on va faire un petit mode d'emploi de Parcoursup, pour expliquer plusieurs choses, pour expliquer comment ça marche, comment bien le remplir, de quoi c'est constitué, dans quel ordre est-ce que les différentes phases vont se passer, et cetera. Et on va commencer par, tout simplement comment fonctionne la plateforme Parcoursup. S'il y en a qui sont pas hyper familiers ou qui veulent, apprendre, qui est une plateforme qui peut parfois quand même avoir l'air un petit peu compliquée. Du coup, on va voir ensemble, globalement comment, est-ce que les jeunes peuvent s'inscrire sur Parcoursup, de quoi ils ont besoin pour s'inscrire, donc les pièces qu'on va leur demander, qu'il vaut mieux avoir préparées à l'avance parce qu'on va voir, mais il y a deux trois petits trucs un peu spécifiques et comment bien construire son dossier et hyper important, on va parler du calendrier Parcoursup pour l'année 2022, c'est-à-dire toutes les dates d'ouverture de la plateforme, les dates de formulation de vœux, de phase d'admission, et cetera. Parce que les jeunes, normalement, dans leurs écoles respectives, on va leur communiquer du coup toutes ces dates, mais enfin, ils ne les noteront pas forcément très bien ou alors ils vont oublier. Du coup, c'est bien de les avoir en tête et de les connaître. Donc, on va commencer. Le plus important, comme je disais, c'est le calendrier Parcoursup de cette année. Donc, pour le calendrier 2022-2023, là, on est un peu en avance avec cette présentation, mais l'ouverture officielle du site, c'est le 20 décembre. C'est-à-dire que le site ouvre le 20 décembre, mais les jeunes ne peuvent pas commencer à déjà formuler leurs vœux. Le site ouvre pour qu'ils puissent avoir accès à toutes les informations et au moteur de recherche. Donc pour voir quelles sont les différentes formations qui existent, se renseigner sur comment fonctionne une formation, en combien de temps elle dure, etc., etc. Le 18 janvier, c'est l'ouverture officielle de la plateforme pour la formulation des vœux. Et comme vous pouvez le voir du coup sur le schéma, la date limite pour formuler les vœux, c'est le 8 mars. Ça veut dire que les jeunes, ils ont un peu plus d'un mois et demi pour formuler leurs vœux. Donc, comme vous vous en doutez, moi, le conseil que je donne et que je pense qu'il faut que vous leur donniez, c'est qu'il faut vraiment profiter du fait que la plateforme ouvre le 20 décembre pour se renseigner sur les formations au préalable, parce qu'un mois et demi, en fait, au final, c'est assez court, parce qu'en terminale, il n'y a pas que Parcoursup à gérer, il y a beaucoup de choses, il y a les notes, il y a les dossiers, etc. Et un mois et demi pour réfléchir à ses vœux et se renseigner, c'est pas beaucoup. Donc, autant profiter du temps avant, parce que le 8 mars, du coup, out terminé, c'est date limite pour formuler les vœux. Parce que du coup, entre le 8 mars et le 6 avril, ils ont le droit de confirmer leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en rajouter, mais si jamais ils les confirment, c'est-à-dire je confirme que tous les vœux que j'ai faits, je les veux bien, c'est-à-dire que dans cette phase-là, ils peuvent décider que si jamais certains des vœux qu'ils avaient mis un peu au cas où sur un on sait jamais, en fait, au final, non, ils en veulent pas, ils peuvent les outer. Donc ça, c'est le 6 avril et c'est aussi la date limite pour compléter leur dossier. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va voir plus tard, c'est tout ce qui constitue le dossier Parcoursup d'un élève. Et encore une fois, du coup, entre le 8 mars et le 6 avril, un mois, on va voir, mais en fait, un dossier, c'est assez long à faire. Il y a beaucoup de lettres de motivation à écrire et c'est pas faisable en un mois, surtout quand on est en terminale en parallèle et qu'on a des choses à faire. Donc vraiment, vraiment, le mieux, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, là, dès le 20 décembre, dès que ça ouvre. Et du coup, après, à titre d'information, à partir du 1er juin, se lance la phase principale d'admission. Donc, c'est à partir du 1er juin que la plupart des formations vont commencer à répondre sur est-ce que le jeune est admis, est-ce qu'il est en liste d'attente ou est-ce qu'il est directement refusé. Il faut savoir que la plupart des formations ont des listes d'attente. Donc, la plupart du temps, le jeune ne sera pas pris tout de suite. Il sera en liste d'attente puis pris ou pas. Et le 13 juillet se lance une deuxième phase d'admission complémentaire pour les jeunes du coup qui n'ont été admis dans aucun de leurs choix principaux, ou qui ne sont pas satisfaits ou qui ont été admis nulle part. Il y a une phase d'admission complémentaire où ils peuvent reformuler des vœux. Mais ça reste exceptionnel. Est-ce que déjà, rien que sur le calendrier, il y a des questions? Tout va bien? Non? Ok. Bon, ben, on va bouger. Si je peux juste rajouter un mini truc sur le calendrier, j'ai oublié si tu l'as dit ou pas. À la fin, juste avant du dernier moment pour la date limite pour formuler ses vœux ou la fin du lancement, il y a énormément de bugs sur la plateforme. Donc la date limite, en fait, c'est plus 3 jours avant qu'il faut s'y mettre et tout compléter 3 jours avant minimum parce que la plateforme crash et en fait, vous pouvez vous retrouver du coup à être 2 minutes en retard et c'est pas pardonnable. Voilà, voilà. Maintenant, du coup, que j'ai dit, on va passer sur comment s'inscrire, parce que pour s'inscrire sur Parcoursup, il y a plusieurs petits trucs un peu spécifiques qu'il faut avoir bien pris à l'avance idéalement. Mais c'est un peu chiant, pardon. Donc, pour s'inscrire sur Parcoursup, il faut une adresse mail, mais ça, normalement, tous les jeunes, ils en ont une. Et hyper important, il faut son INE, c'est le numéro national d'un étudiant.
Ça peut être chiant à trouver si on n'y a pas réfléchi à l'avance. Ça se voit sur les bulletins de notes ou sur les épreuves du bac. Ou alors, il faut le demander à son établissement, mais c'est obligatoire pour s'inscrire. Donc, autant le savoir à l'avance. Et pour s'inscrire, ça c'est hyper important, il faut le stresser à quiconque va sur Parcoursup. Une fois qu'on a utilisé son identifiant, etc., ils vont nous demander de créer un mot de passe et un identifiant. Le mot de passe et l'identifiant, après, on vous le redonne plus jamais. Donc, une fois, vous l'avez, et ensuite, il faut les conserver. Vraiment, il faut les écrire dans toutes les notes possibles, il faut les scotcher sur son mur, il faut les garder. Parce que si on perd son identifiant et son mot de passe, il n'y a vraiment aucune chance de les récupérer. Parcoursup, il y a des centaines de milliers de jeunes par an. Ils ne peuvent pas répondre au mail qui dit j'ai perdu mon identifiant. Donc, il faut faire très attention avec ça. Et du coup, comme on va voir dans la suite de la vidéo, sur Parcoursup, les jeunes, les choses principales qu'ils fournissent, c'est leur bulletin de notes. Mais ça, ils les remplissent manuellement, mais ils peuvent le faire avec l'aide de leurs professeurs ou de leurs éducateurs. Et ensuite, important, donc la fiche à venir. Ça, c'est en partie l'élève, en partie le prof. Les projets de formation motivés, qui est le nom officiel pour l'aide de motivation. Et une rubrique qui s'appelle Mes activités et intérêts. Et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble du coup. Mais d'abord, en voyant, du coup, on va faire une petite distinction entre quelles formations sont sur Parcoursup et quelles formations ne sont pas sur Parcoursup, parce que c'est quand même assez important de rappeler qu'il y a beaucoup de formations qui ne sont pas sur Parcoursup. La grosse majorité le sont, mais il y en a quand même quelques-unes qui ne le sont pas, et ça vaut vraiment toujours le coup d'être conscient qu'il y a des formations qui ne le sont pas, parce que si le jeune ne trouve pas son bonheur avec ce qui l'intéresse sur ce qu'il y a sur Parcoursup, s'il cherche une formation, un BTS assez spécifique, ou etc., garder en tête du coup qu'il y a d'autres options en dehors. Et pour ça, vraiment, la meilleure chose, c'est du coup, une fois que vous aurez vu ce qu'on vous a noté là, c'est se renseigner sur Internet pour les écoles spécifiquement. Parce que quand une formation, du coup, n'est pas sur Parcoursup, elle a son propre site Internet avec ses propres voies d'admission, etc. Mais du coup, on va voir globalement quelles formations le sont et ne le sont pas. Les formations sur Parcoursup, c'est quasiment toutes les formations assez classiques. Les écoles de commerce, d'ingénierie, etc. On va voir directement. Ça fait beaucoup. Ça, c'est toutes les formations qui sont sur Parcoursup. Donc, tous les BTS, DTS, DUT, BUT. Et d'ailleurs, là, je vous détaille un petit peu les différences, parce que parfois, c'est pas toujours évident. Mais globalement, à retenir, la différence, par exemple, entre un BTS et un DTS, c'est que le BTS, c'est 2 ans, le DTS, c'est 3 ans. Et de même pour DUT et BUT, le DUT est en 2 ans, le BUT est en 3 ans. Ça, c'est pas toujours évident. Donc, s'il y a des jeunes qui se questionnent et qui savent pas trop comment choisir, parce qu'en soi, il y a des formations similaires proposées, mais soit en BUT, soit en DUT. On peut hésiter un petit peu. Après, du coup, il y a toutes les écoles de commerce et d'ingénieurs, les écoles d'art. Il y en a beaucoup hors Parcoursup, mais il y en a sur Parcoursup. Il y a aussi les préparations aux écoles d'art, comme l'atelier de Sèvres, etc. Les écoles d'architecture. Bien évidemment, du coup, les formations universitaires sont sur Parcoursup, donc tout ce qui est licence, tout ce qui est PASS pour la médecine, ou LAS, parce que maintenant, il y a 2 voies pour faire médecine, une voie en 1 an et une voie en 2 ans. Et après, des choses un peu plus spécifiques comme les classes prépa. Je vous ai détaillé toutes les prépas qui existent. Les formations paramédicales et sociales, un peu plus précis que faire première année de médecine, et ou alors les mises à niveau en hôtellerie. Est-ce que là, il y a des questions? Est-ce que sur ça, c'est clair? Non? Ok, super. Bon, du coup, là, je vous ai détaillé. Pareil, encore une fois, comme a dit Alisa, en fait, on va vous envoyer tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de tout noter. Vous les aurez... Enfin, on va vous envoyer le document, donc vous pourrez regarder plus précisément. Mais du coup, je vous détaille toutes les formations qui ne sont pas sur Parcoursup, qui sont peut-être susceptibles d'intéresser vos jeunes. Souvent, c'est des écoles qui, du coup, sont plus privées. Après, je pense qu'il y en a des publics qui ne sont pas sur Parcoursup. Certaines licences, maintenant, universitaires, donc qui ne sont pas payées, enfin, l'université ont décidé de se retirer de Parcoursup. Souvent, c'est parce que c'est des licences un peu plus élitistes, comme le collège de droit d'Assas n'est plus sur Parcoursup cette année. Certaines doubles licences à la Sorbonne et Assas ne sont plus sur Parcoursup, donc à bien noter. Sciences Po, c'est pas sur Parcoursup. La plupart des écoles d'art, comme je vous ai dit, et les classes prépa qui sont privées ne sont pas sur Parcoursup non plus, ou les écoles de commerce. Voilà, voilà. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à une espèce de méthode sur comment trouver une formation pour guider un petit peu les jeunes sur comment, une fois qu'on débarque sur la plateforme, parce que Parcoursup, c'est pas toujours une plateforme facile à prendre en main, comment est-ce qu'on fait pour trouver la formation qui nous intéresse. Et du coup, comme j'explique, il y a différentes manières en fait de faire ses recherches pour une formation sur Parcoursup, parce qu'en fonction du jeune, il n'a pas forcément on ne sait pas forcément tout de suite si on sait quel type de formation spécifique on a envie de faire, ou alors justement au contraire, on sait qu'on veut faire un BTS, mais on ne sait pas dans quoi, on sait qu'on veut faire tel genre d'études, mais on ne sait pas quel type d'études.
Parfois, on peut avoir des considérations géographiques, du style je veux absolument faire mes études dans Paris intramuros, dans Marseille intramuros, ou au contraire, je veux absolument faire mes études en zone rurale parce que je veux partir de la ville. Et l'avantage avec Parcoursup, c'est que du coup, toutes ces considérations, on peut les utiliser pour faire ses recherches parce qu'il y a deux trucs précis utiles. C'est donc un moteur de recherche sur Parcoursup, c'est assez évident quand on arrive dessus, littéralement on clique et on tape. Et il y a une carte du coup pour chercher, que je détaille plus tard, chercher les formations en fonction de la zone géographique dans laquelle on se situe. Et là, on vous a mis un ou deux petits sites, du coup, que vous pourrez récupérer quand on vous envoie la présentation, assez sympa qui donne des conseils sur comment chercher sa formation et qui détaille les formations plus spécifiquement que sur Parcoursup. Ou un truc pour expliquer comment utiliser le moteur de recherche. Voilà, c'est des petits sites intéressants. Mais du coup, 3 grandes manières de chercher sa formation sur Parcoursup. Ça, je pense que c'est la plus répandue entre guillemets, c'est la chercher par domaine. C'est-à-dire que je cherche une formation dans un ou parfois même plusieurs domaines précis. C'est-à-dire je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas quelles sont les formations qui existent pour ce que je veux faire. Le moteur de recherche de Parcoursup, c'est un peu comme Google en vrai. Genre, c'est exactement pareil. Ça fonctionne beaucoup mieux par mots-clés. Il ne faut pas mettre de phrases, il ne faut pas mettre de trucs trop alambiqués. Quand on sait que ce qui nous intéresse, c'est l'électricité, on peut juste taper électricité. Si on a une demande plus précise, genre je sais que je vais faire un BTS électricité, bah, c'est toujours mieux de mettre comme ça. Oui, allez-y. Oui, si je peux me permettre, j'ai ajouté les 2 liens au-dessus, celui de l'étudiant et celui de l'ONICEP. Bien vu, ouais. En effet et catalogue campus et l'ONICEP, en effet, est aussi un bon lien pour chercher sa formation sur ces liens-là et pas forcément sur le moteur de recherche de Parcoursup parce que comme on l'a dit, il y a pas mal de formations qui sont sorties, de Parcoursup, donc ça vaut le coup plutôt de chercher la formation qu'on veut en dehors et après, une fois qu'on est sûr de la des formations qu'on veut demander, aller chercher sur Parcoursup. Le moteur de recherche de Parcoursup sert donc en plus, si vous avez besoin de compléter vos vœux et que vous savez pas trop quoi mettre, vous pouvez chercher d'autres formations qui sont disponibles sur Parcoursup à côté. Mais si vous avez des écoles favorites, d'autres moteurs de recherche comme l'étudiant ou l'ONICEP ou le catalogue Campus France qui sont assez intéressants aussi pour chercher. Mm, super, merci beaucoup pour la petite précision. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on parlait de chercher une formation dans un domaine précis. Et d'ailleurs, tout ça, ça vaut aussi complètement pour les sites dont on parlait il y a 2 secondes, comme l'UNICEF ou l'étudiant, que globalement, il faut encourager les jeunes à faire leurs recherches par mots-clés, que s'ils connaissent le nom des écoles qui les intéressent, il faut mettre le nom de l'école. Et aussi possible, si jamais le jeune a une idée précise du métier qu'il souhaiterait exercer, mais qu'il ne sait pas quelles études il faut faire pour mener à ce métier, on peut aussi faire ses recherches directement. On peut taper sur Internet comment devenir tatata, mais on peut aussi taper un nom de métier et sur le moteur de recherche, et pour l'étudiant, je ne suis pas sûre, ça peut vous mettre des formations qui sont amenées à vous laisser exercer ce métier. Donc, si jamais dans les cas spécifiques, ça peut être utile. Ensuite, comme je vous expliquais, du coup, il y a une carte interactive géographique avec le moteur de recherche. Et du coup, on peut mettre à la fois donc, des mots-clés dans le moteur de recherche et aussi cibler les demandes sur une certaine zone. Ça peut être une ville, un département ou une région. Il n'y a pas de limite. Et du coup, comme je vous disais, si par exemple un jeune veut absolument une formation à Marseille, bah, il peut chercher des formations uniquement sur Marseille. Ou s'il veut être en Île-de-France, que des formations en Île-de-France. On peut aussi noter si on est en environnement urbain ou rural, donc c'est pas mal. Et ensuite, dernière chose, c'est je cherche plusieurs types de formations, ça j'en ai déjà un petit peu parlé, mais globalement, si jamais le jeune est intéressé par plusieurs domaines qui s'entremêlent un petit peu, mais pas forcément quelque chose de spécifique, mais il sait il veut faire des études, mais il veut faire des études courtes. Donc par exemple, il veut faire un BTS parce qu'il sait que c'est des études assez pratiques et en 2 ans, s'il est peu scolaire. Bah, du coup, il peut taper BTS avec un ou deux mots-clés qui l'intéressent, et là, panoplie de BTS qui seront proposés. Et aussi important, maintenant qu'on est passé par une période Covid, il y a pas mal de formations, bon, de moins en moins, mais il y a quand même des formations qui peuvent proposer des enseignements qui sont mixtes, présentiels, distanciels. Et les lettres de motivation, le nom officiel, c'est projet de formation motivée. Et ça, les lettres de motivation, c'est le gros truc de Parcoursup. Elles sont essentielles et surtout, il y en a beaucoup. Parce que du coup, dans Parcoursup, pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, Parcoursup, du coup, les jeunes, ils ont le droit à 10 vœux. C'est-à-dire, les vœux, ça peut être une catégorie, un type d'école dans un certain domaine. Mais pour chaque vœu, il y a 20 sous-vœux possibles. En fonction des vœux, il n'y aura pas forcément 20 sous-vœux qui existent, parce que parfois le vœu est plus spécifique.
Mais par exemple, si le jeune demande une prépa ECS, il peut très bien avoir 20 sous-vœux, 20 prépas ECS différentes sur Paris, sur Marseille, sur Lyon, etc. Et il faut une lettre de motivation pour chaque sous-vœu. Donc ça veut dire qu'en fait, les lettres de motivation, il y en a à foison et elles sont essentielles parce que avec les fiches à venir, qui sont donc le relevé du bulletin de notes et les commentaires qu'ont fait les professeurs sur chaque élève, c'est les deux éléments que les formations considèrent le plus lorsqu'elles évaluent le dossier d'un étudiant. C'est vraiment les deux choses qui sont regardées, donc elles sont essentielles. Et là, du coup, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut mettre dans une lettre de motivation et dans un projet de formation motivé et comment en faire un bon et comment être efficace pour ne pas se retrouver à écrire 40 lettres de motivation, ce qui est juste impossible en un mois et demi. Mais comment on fait pour faire une bonne projet de formation motivé pour une formation spécifique et comment est-ce qu'on peut se servir de cette première qu'on a faite pour aller plus vite pour faire les autres. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Et du coup, là, on a une petite méthodologie pour le projet de formation motivé. Du coup, le projet de formation motivé, c'est 1500 caractères. Donc ça, au moins, c'est pas très long. Parce que caractères, c'est pas mots. Donc ça fait en moyenne 300 mots. Ce qui n'est pas tant que ça. Mais du coup, 300 mots, ça veut dire qu'il faut aller droit au but dans ce qui est de se présenter et d'expliquer pourquoi on est bon pour cette formation. Donc l'idéal pour un projet de formation motivé, c'est une introduction en une phrase qui ouvre la lettre et qui annonce la motivation du jeune. Il ne faut pas passer par quatre chemins. C'est tout, il n'y a pas de je me présente, je m'appelle tatata. Non, parce que sur le dossier Parcoursup de l'élève, en soi, il y a déjà son nom, d'où il vient, son âge. Donc, il n'y a pas du tout besoin de réitérer ça dans la lettre de motivation. Justement, ça fait perdre beaucoup de temps. L'introduction, ça doit être une phrase qui tout de suite dit je suis intéressée par cette formation parce que tatata. Et ensuite, les deux choses essentielles à mettre dans une lettre de motivation, c'est bon, ça paraît assez évident, mais la motivation, ça spécifiquement, c'est pourquoi est-ce que cette formation ou cette école, spécifiquement si c'est une école, m'intéresse. Du coup, là, le but, c'est de mettre en avant la formation et montrer qu'on l'a bien comprise. Il faut que le jeune montre qu'il a bien compris de quoi consiste la formation, qu'est-ce qu'on va lui apprendre dedans, et que justement, c'est ça spécifiquement qui l'intéresse. Donc après, en fonction de lui, de son propre intérêt, il peut passer plus de temps sur certaines choses. C'est ce qui l'attire particulièrement dans cette formation, c'est le fait qu'elle soit justement très pratique, parce qu'il y a beaucoup de phases d'alternance et qu'il a très envie de s'insérer rapidement dans le monde professionnel. Du coup, il peut s'axer sa lettre de motivation sur ça. Si au contraire, c'est un élève qui est très scolaire et qui aime beaucoup avoir cours et qui recherche un gros socle de culture, il peut justement passer plus de temps sur ça dans sa lettre de motivation en disant j'ai vu que c'était une formation qui était très focalisée sur construire nos socle de culture, ce qui, moi, est mon but principal. Bref, etc. etc. Il faut montrer qu'on a bien compris ce que la formation propose. Pour ensuite, dans un second temps, mettre en avant ses atouts, c'est-à-dire expliquer pourquoi est-ce que moi, je suis le bon candidat pour cette formation, et du coup, mettre en avant ses atouts professionnels qui ont un lien avec ce que l'école propose. Du coup, par exemple, pour reprendre l'exemple, si jamais je suis hyper intéressée par ce BTS, c'est un peu vague parce que les BTS c'est plus spécifique, mais disons, je suis plus très intéressée par ce BTS électricité parce qu'il y a beaucoup d'alternance et que j'ai très envie de m'insérer dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai effectué un stage de 2 mois dans telle entreprise où j'ai fait tac, tac et tac, ce qui m'a donné beaucoup d'expérience dans ce monde-là, etc. Bref. Et très important dans l'aide de motivation, bien sûr, il faut toujours inclure une phrase de politesse. Il y a des formules assez classiques qu'on peut trouver sur Internet. Le plus court, le mieux, comme à chaque fois, mais en restant tout de même poli. Et du coup, les petits conseils qu'il faudrait transmettre à tout jeune qui fait des lettres de motivation, qui, moi, je pense, sont essentiels, c'est que la lettre de motivation, il faut vraiment la faire relire par au moins, mais vraiment au moins 2-3 personnes, ne serait-ce que pour l'orthographe, la grammaire et le contenu. Mais j'ai envie de dire que le contenu, parfois, ça peut limite être secondaire dans le sens où l'orthographe et la grammaire dans une lettre de motivation, c'est essentiel parce que c'est comme ça que les formations font un espèce de brassage gigantesque au début parce qu'elles reçoivent énormément de dossiers de candidature d'énormément d'élèves et c'est quand même vachement simple pour eux de faire un premier tri, ne serait-ce que sur l'orthographe et la grammaire en premier lieu. Après, il y a des formations qui pourront être un petit peu moins regardantes, mais il faut partir du principe de manière générale que si dans un projet de formation motivé, il y a des fautes d'orthographe ou un problème de grammaire ou une coquille parce qu'il y a une lettre qui a été oubliée ou quoi, très facilement le dossier il peut sortir de la pile et après c'est foutu. Et regardons pas autre chose. Donc vraiment faire relire par au moins 2-3 personnes compétentes, au minimum l'éducateur, un prof si un prof disponible, un mentor si le jeune a un mentor, au minimum.
Comme je l'ai dit, du coup, il faut pas se répéter. 1 500 caractères, c'est vraiment pas beaucoup et une lettre de motivation qui fait 300 mots, s'il y a des répétitions, bah, du coup, on a l'impression que le jeune, il a pas grand-chose à dire, ce qui est vraiment dommage parce que dans la plupart des cas, les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils sont juste pas toujours très au fait de comment mettre en avant leurs qualités et mettre en avant tout le travail qu'ils ont fait en amont. Du coup, ça, c'est ce pourquoi vous êtes là pour les aider quand vous êtes mentor. Et du coup, ça, c'est ce que je dis, oui, c'est demander de l'aide pour bien identifier ses atouts et bien les mettre en avant. Parce que pour certains jeunes, c'est pas toujours évident de savoir, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis pas bon, comment bien mettre en avant une expérience professionnelle pour, la valoriser le plus possible, et cetera, et cetera. Est-ce que pour les projets de formation motivés, il y a des questions? Et on peut y revenir, après à la fin aussi. Non? OK. Bon, super. Et ben maintenant, on va passer à, une autre rubrique, qui est essentielle et là, vraiment, j'attire votre attention, c'est hyper important. C'est une rubrique de Parcoursup qui s'appelle activités et intérêts où, les élèves peuvent détailler du coup, bah, c'est dit dans le titre, leurs activités extrascolaires et quels sont leurs intérêts dans la vie. Et cette rubrique est présentée comme étant non obligatoire, c'est-à-dire que, quand, sur Parcoursup, ça sera noté pour les élèves qui ne sont pas obligés de remplir cette rubrique. Ça, il faut partir du principe que c'est faux. Cette rubrique est obligatoire. C'est hyper important de la remplir parce que ça fait partie, comme pour tout en fait, les choses qui ne sont pas obligatoires, c'est ce genre de choses qui peuvent, entre guillemets, faire une différence entre plusieurs dossiers, s'il y a plusieurs dossiers du même niveau pour plusieurs élèves. Là, j'ai fait une espèce de petit pêle-mêle d'informations et de conseils que je considère assez importants, qu'on peut voir ensemble, qui du coup vous seront utiles. Déjà, le premier hyper important, fondamental pour les jeunes, c'est faites-vous aider pour remplir Parcoursup. Vraiment, personne ne devrait remplir Parcoursup seul. Moi, je n'ai pas rempli Parcoursup toute seule. J'étais très heureuse d'être aidée. Donc vraiment, vraiment être derrière le jeune le plus possible pour cette phase hyper importante et hyper complexe. Et après, plein de petits conseils qu'on n'a pas forcément en tête, mais qui peuvent être intéressants. Encourager les jeunes vraiment au maximum à aller aux journées portes ouvertes des écoles et des formations, parce que vraiment, ça peut être radical et ça peut complètement changer la perception d'une école ou d'une formation. Justement, on peut se mettre en tête que telle école a l'air super et aller à une journée porte ouverte et en fait se dire que ça n'a pas l'air si cool et que tous les gens qu'on a rencontrés qui viennent de cette école, c'est pas la même vibe que moi, c'est pas ce que je veux. Ou même au contraire, pas être très motivé pour quelque chose, aller à une journée porte ouverte, se dire waouh, en fait, je veux cette école, elle est incroyable. Donc vraiment, ça, hyper important. Ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure quand on parlait des lettres de motivation. Mais du coup, comme je dit, il y aura beaucoup de lettres de motivation à faire sur Parcoursup. Et l'idéal pour gagner du temps, c'est quand on fait une lettre de motivation pour un type de formation dans un domaine. Si jamais il y a dans les sous-vœux, en fait, c'est des sous-vœux hyper similaires, mais juste des écoles différentes. Genre, c'est que des BTS électricité, mais des écoles différentes. Bah, du coup, l'idéal, c'est de s'inspirer des lettres de motivation qu'on a déjà fait et modifier deux, trois trucs pour en faire d'autres. Parce que sinon, on devient fou. Si on écrit 50 lettres de motivation, c'est pas possible. Et du coup, le conseil que je peux donner, c'est quand on fait une lettre de motivation donc pour un domaine et une formation précise, une de celles de base pour de laquelle on va s'inspirer pour les autres, il faut toujours rédiger la lettre de motivation principale sur laquelle on a passé le plus de temps pour la formation qui intéresse le plus le jeune. Parce qu'on met le plus de travail dans ce qui nous intéresse le plus, même si on ne néglige pas nos formations secondaires. On met le plus de travail dans ce qui est le plus important pour nous. Donc, toujours rédiger la lettre principale pour ce qui nous intéresse le plus. Et on s'en inspire après pour les autres. Important, sur Parcoursup, il y a une option qui permet aux jeunes de préciser s'ils ont une formation ou un type de formation préféré. C'est-à-dire qu'ils peuvent préciser si tel sous-vœu, c'est vraiment le truc que je veux, ou tel vœu, c'est le truc que je veux, mais peu importe quel sous-vœu, ou alors quel type de formation je préfère. Si le jeune, il a demandé des BTS, des DUT, des BUT, et qui dit, moi, idéalement, je veux un BUT, bah, c'est un truc qu'il peut préciser, et moi, je conseille de le faire vraiment, parce que c'est quelque chose qui est pris en compte par Parcoursup. Donc, ce serait dommage de ne pas préciser. Il n'y a pas d'ordre de préférence, comme il y avait avant avec, je crois que ça s'appelait Abibac, il y avait un ordre de préférence. Maintenant, tu peux juste préciser si tu as une préférence, et mieux vaut le faire, parce qu'on ne manque pas une occasion. Dans le même registre, on utilise tous nos vœux, si on peut, au maximum, parce que Parcoursup, ça reste une plateforme quand même un peu aléatoire. Encore aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. On a parfois des très bons élèves qui sont pris nulle part. On a parfois des élèves avec des dossiers pas très bons qui sont pris dans plein de trucs. On ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne peut jamais prévoir. Et le plus de vœux demandés, le mieux. Après, il ne faut pas non plus demander des trucs où on est sûr et certain qu'on n'y foutra jamais les pieds de notre vie. Mais des vœux de secours,
c'est toujours bon et le plus possible parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer et mieux vaut avoir trop d'offres que pas assez. Ensuite, important pour les jeunes vraiment, c'est de choisir, une formation qui a un bon environnement, c'est-à-dire l'environnement qu'on recherche. Je parlais tout à l'heure de l'alternance, il y a beaucoup d'études du coup qui peuvent se faire en alternance, mais aussi des études qui ne se font pas en alternance et parfois même dans certains types de formations, c'est ce qui peut faire la différence dans le sens où il y a beaucoup de gens parfois qui ne conçoivent pas la différence entre BTS et DUT. Bah, justement BTS c'est, comme c'est écrit en dessous là, la formation de prédilection pour faire de l'alternance. C'est la formation où il y a le plus d'alternance et aussi le plus simple et c'est acquis de base dans les études. Et en DUT, donc il y en a aussi, mais il y en a moins. Du coup, ce sont des petites. C'est important pour l'élève d'avoir en tête quel genre d'environnement il veut pour ses études. Est-ce qu'il veut travailler beaucoup pendant ses études ou est-ce qu'il veut des études purement académiques et en cours, auquel cas on ne demande pas forcément le même type de formation. Et voilà, dernier truc important, il faut pousser les jeunes à faire ça. Dans la phase des résultats, il faut le plus possible absolument consulter Parcoursup tous les jours, si c'est faisable, parce que à partir du moment où on entre dans la phase d'admission, donc quand les formations commencent à donner leurs réponses, il y a des formations qui, quasiment toutes en fait, mais le délai n'est pas toujours le même, où il y a un délai pour répondre aux propositions des formations. Parcoursup, c'est assez particulier, il y a un truc qu'on ne peut pas garder le même nombre de. Donc je disais, il y a sur Parcoursup, comment ça fonctionne, c'est que quand ils vont commencer à recevoir leurs résultats, les jeunes, donc je sais que ça change d'année en année. Donc, moi, mon année, il y a 3-4 ans, c'est peut-être plus le même nombre, mais je sais que moi, quand j'étais sur Parcoursup, tu avais le droit de garder en attente, donc que tu confirmes pas encore, mais que tu dis m'intéresse et je veux les garder, 2 ou 3 formations. Et du coup, si tu étais accepté dans une nouvelle formation, il fallait que soit tu la refuses, soit tu refuses une de celles que tu avais mises sur le côté. Tu n'as pas le droit de garder en attente semi-acceptée toutes les formations dans lesquelles tu es accepté. Du coup, il faut faire un tri et il y a un délai pour ça. C'est-à-dire que si une nouvelle m'accepte, j'ai 3 jours pour décider laquelle j'enlève de celle que j'avais gardée. Du coup, c'est hyper important de se connecter sur Parcoursup souvent, parce que si jamais on se connecte que tous les 3-4 jours, que je me connecte, que je réalise qu'il y a 3 jours, j'ai été acceptée dans quelque chose et je n'avais pas vu, et que là, j'ai 1 heure pour décider qu'est-ce que je veux enlever, que je n'en ai aucune idée, que j'ai pas le temps de réfléchir et qu'en plus la plateforme, elle crash, bah, du coup, c'est compliqué et c'est hyper dommage. Donc, vraiment, essayer de se connecter le plus possible, le plus souvent possible, sans devenir fou non plus, c'est important. Voilà, voilà.